tu as mis en lumière 16 parcours, 16 destins d'hommes et de femmes. C'est ça. Façonnés par l'épreuve, la persévérance et la vérité. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? En plus, non, t'as tout dit. Hein. C'est juste, voilà, c'était un challenge, comme on dit. La vie est remplie de défis. Et ça, c'était mon nouveau défi pendant 2 ans. À construire une œuvre autour de plusieurs expériences de femmes et d'hommes qui ont fait des choses extraordinaires pour la société. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis ravi. Il est sorti il y a 1 mois. Voilà, le mental de fer pour le faire. Voilà. Mon frère, disons-nous les choses. Une émission que je suis régulièrement. Je suis de tout cœur avec lui. Je te soutiens et je te souhaite le meilleur pour la suite. On est ensemble. Ensemble pour la campagne de levée de fonds. Yes. On va les avoir. Ouais. On aime bien, mais il faut payer. Ah oui, 15 On est là, on va mettre un petit peu. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, John Bondi Mogop, Amogon, dit Flocop, à Floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec un grand homme. Cet homme, ça va du nom de Manuel Coudray, a.k.a. Manu Kay, qui a déjà, 3 livres sont déjà parus. Les liens sacrés, le meilleur pour tous. Et un livre qui vient d'arriver, un livre qui vient de paraître. Mental de fer. Monsieur Manu Kay, comment vas-tu? Ça va super. Tranquille? Ouais, super. Tu peux rapprocher le micro, s'il te plaît? Yes. Ça va super. 1997, je suis à la recherche de mon stage pratique en BEP Vente. Une prof au bon cœur que je n'oublierai jamais, du nom de Madame Jiquel, décide de m'accompagner de nombreux matins à la recherche de mon stage. On sillonne tout l'Agora, l'actuel Le Spot, d'ailleurs dans lequel tu as été hier, avec Microfolies avec les sœurs de Evry Femme d'Espoir. Yes. Grande dédicace, elle, c'est un Big up à événement elle. de fou Yes. malade. Elle était ma caution. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas voler, même s'il vient de Grigny. La Grande Borne. Petite parenthèse, 1 an auparavant, en 1996, était paru un article de presse sur François intitulé « Grigny, la cité qui fait peur ». Article qui, bien évidemment, a fait du mal aux habitants de Grigny et qui était un réel frein dans ma recherche de stage. Je ferme la parenthèse. Un matin, avec Madame Jiquel, nous nous sommes mis à sillonner le centre commercial Belle Épine. Après quelques discussions inespérées avec le directeur du magasin, Extrapole Actuel Virgin, il me semble, il décide de me prendre. Merci infiniment, Madame Jiquel. Je vous aime. Je vous épargne ce premier entretien avec le directeur d'Extrapole, entretien tout droit sorti d'une parodie des Inconnus. Lorsqu'il me présenta à mon référent de stage, noir en l'occurrence, il nous dit à tous les deux, comme ça au moins vous allez vous comprendre. Avec un sourire comme ça, tu vois. Par la suite, on m'a signé au rayon rap R&B. Comme de par hasard, mon référent noir n'engueulait que moi, était virulent verbalement qu'avec moi, lorsque j'apprenais tout simplement mon métier, faire de la vente, en plein milieu du magasin. Je compris vite, très vite, que j'étais trop visible en plein milieu du magasin. Un grand noir foncé étiqueté quartier était trop visible en plein magasin. Ce n'était pas bon pour l'image du magasin. Nous étions en 1997, les vendeurs noirs et maghrébins stylés du magasin Foot le Cœur n'existaient pas encore. Ouais. Le racisme était en bonne santé en France, d'où le fait que, quelquefois, il me cachait à l'arrière-boutique du magasin pour étiqueter des CD à la main, voire 1000 CD. Incroyable. Comme ça, au moins, on ne me voyait pas. Bref, quelques petites fois, Buana me laissait faire la caisse. Petite anecdote, un jour, un mec blanc étiqueté, quartier vêtu d'un jogging Lacoste anormalement blanc, aux nombreuses boulettes, vint me demander le score des ventes du EP ATK. Après lui avoir communiqué l'info, je ne pus m'empêcher de lui demander « Mais qui es-tu » Il me répondit « Je suis Fréco d'ATK ». Je ne pus m'empêcher de lui rétorquer « Mais je pensais que tu étais un grand Renoir costaud, moi ». En effet, à l'époque, le rap français s'écoutait plus qu'il ne se regardait. Il y avait très peu de clips. Par la suite, nous sympathisâmes et il me le dédicaça même dans le livret de l'album Heptagone de ATK. Fin de l'anecdote. Un matin, je fus à la caisse lorsque j'aperçus un grand homme noir, athlétique,
qui semblait être un basketteur, se dirigeait vers moi pour me demander où étaient les ventes de l'album du groupe Différents Types. Cet homme était Manu Kay. C'est moi, exactement. Et tu ne dois sûrement pas t'en souvenir, mais c'était moi, ce grand noir de 17 ans, qui te renseignait régulièrement sur les scores de vente de l'album de Différents Types en 97 à Extrapol Belle-Épine. Anecdote exceptionnelle. J'étais petit, je te voyais, je disais, c'est le gars de Différents Types. Oh là là, tu vas pas faire café et tout. Tu vois. Aujourd'hui, comme je disais, tu nous viens avec un livre, Mental de fer. Dans un monde rempli de défis, Mental de fer est votre guide pour découvrir le pouvoir illimité qui est en vous. À travers des histoires captivantes et des réflexions sincères, ce livre révèle comment la persévérance, la créativité et la force mentale peuvent remodeler votre réalité. Et tu as mis en lumière 16 parcours, 16 destins d'hommes et de femmes. C'est ça. Façonnés par l'épreuve, la persévérance et la vérité. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? En plus, non, t'as tout dit. Hein. Voilà, c'était un challenge, comme on dit. La vie est remplie de défis. Et ça, c'était mon nouveau défi pendant 2 ans. À construire une œuvre autour de plusieurs expériences de femmes et d'hommes qui ont fait des choses extraordinaires pour la société. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis ravi. Il est sorti il y a 1 mois. Voilà, le mental de fer pour le faire. Voilà. Notre dernier entretien, c'était à Dis-nous les choses, avec l'association Binkadi So. Exactement. D'ailleurs, il y avait M. Adrien Scat, qui lui était le réalisateur du documentaire qu'ils ont fait, car ils sont partis au Kilimandjaro. C'est ça. Et du coup, quand j'ai lu ton livre, j'ai dit, oh, elle figure dans ton livre. Ouais. Et comment cela se fait-il? Dis-moi. Incroyable, parce que c'était en 2023, elles m'ont invité au sommet, leur documentaire, et j'ai trouvé ça remarquable. Et tout de suite, j'ai dit à Adrien, il faudrait qu'on parle de ce documentaire plus en profondeur. Et quand j'ai commencé à travailler sur mon livre, je me suis dit, mais il manque un peu de femmes dans mon livre. Et tout de suite, ça m'a fait tilt, mais attends, elles sont quand même 7 femmes. Pourquoi pas les inviter sur le livre? Elles vont me parler de cet événement, comment elles ont monté le Kilimandjaro, quelles sont les étapes, les difficultés, et aussi les sourires, l'émotion à travers tout ça. Et c'est là qu'on a fait un bel entretien à la maison. L'idée, c'était de venir à la maison, partager un moment agréable. On s'est dit, allez, on vient tous, on ramène un plat différent de chaque culture. On s'est posé à la maison à 19h, elles sont reparties à 23h. Donc on a eu le temps d'échanger, parler de plein de choses, pas seulement du livre, mais plein de choses à travers tout ce qui est effet sociétal, à travers les femmes dans le monde, à travers le sport. Et puis on a construit comme ça le sujet pendant 3-4 heures. Voilà. Je sais que ce jour-là, il me semble que vous vous êtes rencontrés lors de l'émission des choses. Exactement. Parce que je sais que ce jour-là, quand tu les as vus, je t'ai vu dans tes yeux, tu te disais, mais waouh. Ouais, c'est ça. C'est waouh, même leur éducateur Moussa Fall, tu le regardes, tu te dis waouh, ouais. Tu vois, ça m'étonne pas qu'elle figure. Ouais, je venais de voir le documentaire une semaine avant, quoi. Et après, on s'est revus là, j'ai dit, c'est fort, c'est très très fort. Je te cite, l'idée d'écrire ce livre m'est venue lors d'une conversation avec Fabien Guédon, un ami que j'ai rencontré il y a une 20aine d'années. Tu peux m'en dire plus? C'est un ami qui est arrivé en France il y a une 20aine d'années. On s'est rencontrés par hasard, par le biais de son grand frère. Et puis après, on est restés toujours liés. C'est quelqu'un qui a vu grandir ma fille, qui a dormi longtemps à la maison. Et puis, on a toujours eu ces liens de rigolade, de partager des bons moments. Et lui, il a toujours eu des idées qui étaient... Dès que j'ai un petit problème, je l'appelle. Bon, Fabien, on parle de ça. Moi, je ne suis pas dans cette connaissance. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Hop, il dit, laisse-moi 5 minutes, je te rappelle. Hop, il trouve un sujet, et puis on développe là-dessus. Et puis, il a dit, mais tu connais tellement de monde, parle des gens, mais essaie de construire un truc autour de ça. Et ça m'a fait tilt. J'ai dit, allez, on parle là-dessus. Après, il y a eu une difficulté, c'était quand je tapais mental de fer, F-E-R, c'était référencé un petit peu partout. Donc, j'ai réfléchi. Puis après, j'ai dit, F-A-I-R-E, il n'était nulle part. Et ça faisait sens avec ce que je voulais développer, le faire, l'action, réaction. Et c'était ça le but. Et à partir de là, je suis parti dans plusieurs échanges, plusieurs conférences, plusieurs entretiens, WhatsApp. J'ai pas arrêté pendant 2 ans, quoi. Voilà. Dans le livre, en tout cas au début, il y a différentes images, dont un certain Noumouké Sidibé. Qu'est-ce que t'évoques ce monsieur? C'est même pas, c'est la famille, c'est les proches, c'est paix à son âme, à son papa que j'aimais beaucoup, Fred Sidibé.
C'était un homme courageux, vaillant, intelligent. Et au-delà de ça, les sœurs jumelles que j'ai connues toutes petites, la maman, Amadoun et Noumouké, on a vécu ensemble. J'ai vécu chez eux quand j'avais beaucoup de problématiques dans ma vie. Ils m'ont accueilli comme jamais. Et voilà, c'est des amis d'enfance que j'oublie jamais. Et chaque jour, on s'appelle. Même pour dire des conneries 20 secondes, on s'appelle, on s'envoie des messages. Et voilà, c'est solide, quoi. C'est une amitié qui est solide. Et il y en a très peu, quoi. Et ça, faut, comme je dis tout le temps, il faut voir le beau partout. Et puis, je leur tire ma révérence, quoi. En plus, quand je les cite, ça fait écho au Quai 54. Ouais, tout à fait. Dont tu as fait un morceau à l'époque. Exactement. Un morceau avec Booba, ouais. Et César de l'Escadrille, Danidan, Oxmo. Ouais, c'est... Je suis retombé dessus, j'ai dit, attends, laisse-moi chercher. Ah ouais, gars, il a fait un morceau au Quai 54. Ouais. Ça m'a rafraîchi, tu vois, je me suis rafraîchi les mémoires comme ça, je dis waouh. Sur une idée d'Amadoun et produit par DJ Mehdi aussi, le son. Donc c'était un moment fabuleux. Des choses qui se font plus maintenant. Tu sais, quand j'ai vu ça, je regarde et c'était dans ton album Prolifique. Ouais, c'est ça. Et je regarde, je dis, mais gars, ça se fait plus, ça. C'est une espèce de combinaison de. Ça se fait plus. Toi, en plus, le thème, le basket, et voilà. Tous ceux qui ont, en tout cas, parlé, en tout cas, qui ont rappé dans cette thématique. Avec des grands noms dedans, cités, c'était exceptionnel. Alors, c'était fort. Et voilà, on peut faire cette émission sans citer SDR Poetry, Benamar et toute son équipe. Important, dont tu fais partie. Ouais, SDR, je suis rentré dans cette association, je les ai connus il y a 7-8 ans, et ils m'ont invité à venir lors d'une rencontre, ils m'ont exposé leur construction, SDR, avec l'académie qu'ils développent aussi, Sport Business Academy, puis j'ai trouvé ça exceptionnel, et puis il y a 3 ans, je suis rentré dans cette association, en tant que référent, en tant qu'adulte relais, ce qui me pousse à monter mes compétences à travers le managérial et tout. Et puis, c'est eux qui m'ont incité à rentrer dans une formation diplômante qui est le diplôme d'état supérieur pour diriger des structures, diriger que ce soit associative ou sportive. Et puis, voilà, c'est des choses fabuleuses qui se font à travers, à travers le 94, plus domicilié à Valenton, mais pas que. Donc, ils émergent un petit peu partout, dans le Val-de-Marne, dans le 93. Et c'est fabuleux ce qu'ils font entre le sport, la littérature, la poésie, plein de choses, le bien-être. Et puis, je trouve ça beau. Voilà. Je te cite dans ton premier chapitre, ingrédients principaux. New Challenge. J'ai vécu pendant 45 ans à Orly. Et si je devais en tirer une seule leçon, ce serait celle-ci. La bataille n'a jamais été la rue. Ma vraie guerre, elle s'est toujours jouée dans mon esprit. Tu sais que cette phrase... En plus, tu la cites, je lui dis, mais c'est quand un média va retenir ce truc-là? Tu vois, c'est fort parce que moi, c'est 45 ans à Orly. Hein. Les gens disent, ouais, t'habites Orly. Non, je suis un peuple d'Orly, moi. J'ai vécu 45 ans à Orly. La rue, j'en avais rien à faire. C'était ma bataille, c'était mon esprit. C'était qu'est-ce que j'allais devenir, qu'est-ce que je fais pour les gens qui sont autour de moi, les gens qui sont bons, les gens avec qui je peux partager des choses fortes. Et ça, c'est une phrase que le jour où j'ai trouvé ça, je l'ai dit, je vais le mettre dans ingrédients principaux. Et tu vois, toutes ces phrases, elles font sens. C'est des choses que j'aimais. Ingrédients principaux, c'est main ingredient de Gangstar, tu vois. Et voilà, ça, la connotation, elle est importante, tu vois. Et je suis content que tu... c'est pas pour rien que tu as retenu ça. T'as l'œil, vraiment t'as l'œil. Bravo. Je l'ai retenu, mon frère. À un moment donné, dans le paragraphe MJC Pablo Neruda, novembre 1991, j'ai rencontré l'artiste le plus talentueux que j'ai jamais vu, Alix, dans le quartier de Calmette, à la MJC Pablo Neruda. Il avait alors 11 ans et demi. Et tu dis, Alix Mathurin, mieux connu sous le nom de Kerry James, avait une présence remarquable, une façon unique de s'exprimer et un vocabulaire exceptionnel pour quelqu'un de son âge. Il t'a vraiment... épaté à ce... Ah ouais, c'est quelque chose que je n'ai plus jamais revu dans l'exemplarité, dans la façon de s'exprimer et surtout l'attitude très naturelle, quoi. Il n'en jouait pas. J'ai vu beaucoup de gamins dans le milieu du sport, partout où je passe, mais depuis une trentaine d'années, j'ai pas revu de gamin comme ça. Il avait une aura, une audace, voilà, il s'exprimait bien, il dit voilà, moi j'ai envie de rapper, laisse-moi faire un texte. Il fait un texte comme ça pendant 2-3 minutes et voilà, il dit non. Lui, c'est son métier en fait. Le rap, c'est son truc. C'est pas un rappeur, c'est son truc. Il est collé à lui, c'est approprié ce truc-là. Voilà.
Et tu dis aussi sa collaboration avec Charles Aznavour, qui reconnaissait en lui un véritable poète, un génie culturel, fut un moment fort, symbolisant la transmission de valeurs précieuses pour les artistes à venir. Ouais. Mais en vrai, c'est toi qui l'as repéré. Ouais. C'est toi l'architecte. donc, en vérité, quelque part, toi, là, parce que voilà, moi, j'ai lu et j'ai vu pas mal d'interviews que tu as faites où tu dis, bah, ils regardaient au loin, ils vont regarder en train de faire. Ouais. Tu vois. Et pour faire écho à ton livre, Mental de fer, tu étais, ouais, déjà dans cette mentalité-là. Exactement. Tu as vu faire. Et en fait, ta détermination en tant que. À l'époque, vous aviez votre groupe avec différents types. Est-ce qu'il ne s'est pas inspiré de ta détermination de l'époque aussi, pour être ce qu'il est aujourd'hui, tu vois? Ouais, bah c'est quelqu'un, forcément, l'apprentissage, c'est quelqu'un qui apprend très vite. Et quand on apprend très vite, on a cette force de caractère à développer d'autres choses naturellement. Et c'est ça qui est fort, c'est d'apprendre, repérer, comme il dit, apprendre, comprendre et entreprendre, tu vois. On apprend et puis on se dit que à travers ça, quand j'ai appris cette chose, je peux emmener mon art un petit peu plus loin. Et là-dessus, il était très, très fort, Kerry. Voilà. Donc, dans chapitre 2, Game 7, tu parles d'un certain Julien Zoa, entraîneur pro. Ouais. Et on sait que le basket a une place importante dans ton cœur. Ouais, c'est ça. Et que tu évoques ce... Voilà, pourquoi déjà as-tu sélectionné, en tout cas, as-tu décidé de mettre en lumière ce Julien Zoa et ton rapport avec le basket? Rapport avec le basket, bon, Game 7, on va dire en américain, c'est Game 7. C'est un moment où on n'a plus le choix, en fait. Quand on est des compétitions, le match se joue à 7 victoires. Quand l'équipe est à 3-3, ça fait 6. Et le 7e game, celui qui le gagne, il remporte la victoire. Donc, c'est un moment qui nous arrive dans la vie, hein, qu'on va faire des entretiens. Bon, on n'a pas le choix de marquer le coup pour avoir ce boulot, comme tu l'as fait à Extrapol. Quand on va quelque part, dernier moment, pour prendre le train, pour prendre l'avion, on n'a pas le choix de courir vite. Ça fait partie de ses références. C'est Julien Zoa. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé les formations depuis 2011 à peu près. Et depuis, on ne s'est jamais lâché. On s'est jamais lâché. On avait toujours ce petit coup d'avance. Nous, on formait avant qu'on nous forme, en fait. Ce que faisaient les formations, on le faisait déjà. C'est-à-dire que quand on s'est connus, on s'appelait tout le temps. Et on se disait, vas-y, ramène ton équipe dans mon club. Et je ramène mon équipe, il me disait, vas-y, moi, je vais venir entraîner ton équipe et toi, tu vas venir entraîner mon équipe. Et il y avait des échanges comme ça qui étaient forts. Et puis, il n'y a pas que le basket. Après, on est liés d'amitié depuis ce temps-là. On se connaît par cœur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On apprend chacun de nous chaque jour. Les difficultés, ben, on se les soulève. On crée des liens qui vont être forcément... toujours des pansements dans la vie, tu vois. Et comme je redis, j'insiste là-dessus, on cherche à mettre le beau partout. Donc, big up à Julien Zoa pour ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il sera, et force à lui. Voilà. Je te cite, sur les terrains de basket à Orly, j'ai toujours entendu parler d'Abby Gay. Ses performances, son évolution, tout cela faisait d'elle une référence. Les années ont passé, mais l'empreinte de cette jeune joueuse était déjà bien ancrée dans le cœur de notre communauté. Ouais. Abigail, big up à elle, c'est une fille qui a fait son évolution en Orly. Son papa est exceptionnel, il venait toujours voir nos matchs et moi je lui disais toujours « Alors ta fille, ça va bien ?» et tout, parce que c'est une grande fille. Elle était à l'INSEP très tôt, donc elle a quitté le milieu familial très tôt. Et voilà, elle a toujours eu... tu sais, quand tu fais plus d'1m95, tu as une excellente dextérité, techniquement tu es forte. Elle a toujours été sélectionnée dans les équipes de France, mais arrivé au moment où elle va dans les compétitions, elle se blesse. Donc c'était toujours, même pour les JO, elle était sélectionnée. Et arrivé au moment où il faut sélectionner les 12-14 joueuses, boum, elle se blesse. Et à travers ça, elle se dit, est-ce que c'est une poisse? Est-ce que vraiment elle est faite pour continuer le haut niveau, l'international? Et c'est une femme battante qui a toujours une persévérance et surtout qui a une vision. Elle est déjà en train de faire son petit cocon au Sénégal, a développé pas mal de choses. Tous les étés, a fait en sorte que les gens au Sénégal profitent de son aura, profitent de ce qu'elle met en place. Et je trouve que c'est une femme exceptionnelle. Et voilà, quand on vient d'un milieu populaire, on fait 1m95, on est considéré comme une grande femme qui se bat chaque jour pour ce qu'elle est, je trouve Abigail, c'est quelqu'un de remarquable et
Je tenais à le souligner. Voilà. Je la suis sur les réseaux, moi, et je ne savais pas qu'elle faisait 1m95. Ah ouais, donc quand elle même. est, donc Ah elle est plus grande ouais. que nous, là. Ah, elle est plus grande, elle nous frappe là, comme ça, on tombe. Non, bravo à elle, vraiment, toute sa famille, c'est valeureux ce qu'elles font. Parce que moi, j'ai tombé sur elle sur les réseaux, et j'ai senti une détermination dans ce qu'elle faisait, et dans ce qu'elle fait même, tu vois. Même j'ai vu au Sénégal ce qu'elle fait. Bien dit, sûr. Wow, Elle est loin déjà, tu vois. Il n'y a pas que le sport, elle a déjà emmené son art autre part, quoi. Et on en parlait en off, hein. Nos sœurs. Mais quelle détermination! Hier, tu étais à l'événement au Microfolies Evry Femmes d'Espoir. Ce qu'elles font, tu vois. Oh là là, Awa, Kadiatou, Kama, tout big up à elle, organiser des choses comme ça. Oh là là. Organiser des trucs comme ça, tu vois, c'est le faire encore, tu vois. Quand on m'appelle, on me dit, ouais, on va t'organiser un truc à Evry. Ouais, ok, let's go, on y va, mais nous plante pas. Jamais je vais vous planter. Et moi, je prépare, avant de partir, je prépare mon kakimono. Et elles ont fait l'image, quand j'ai reposé mon kakimono, elles m'ont emmené au cinéma, en fait. Le cinéma de banlieue avec une présentation, comme si je sortais un film et j'allais en avant-première présenter mon film. C'est ça, mais à l'échelle du livre, en fait. Donc, bravo à elles, respect éternel, et elles seront sur le tome 2, quoi. Ouais. Est-ce que la réussite ou la... Parce que là, voilà, ça fait écho dans ma tête à Télérix Interquartier, qui est avec nos petits des quartiers. Et on voit nos sœurs qui sont là, qui font des événements culturels, sportifs. Mais en plus, toi qui fais partie d'une grande équipe, moi je fais partie de grandes équipes, on sait que travailler des fois entre hommes, c'est compliqué. Après, il y a des femmes qui disent aussi que travailler entre femmes, c'est compliqué. Mais on voit que les femmes, quand elles s'y mettent, elles sont sérieuses, elles sont assidues, et tout est fait au millimètre près. Et l'entraide est 2 fois plus, toi. C'est cette persévérance que je reconnais aux femmes. L'entraide, elle est 2 fois plus chez les femmes, tu vois. Surtout quand tu es ici, il y a sûrement des cousines entre elles, elles ont des liens forts. Et quand elles s'y mettent, comme tu dis, quand elles se mettent à faire quelque chose, l'entraide est 2 fois plus, parce qu'elles vont au bout des choses et fait avec grandiose, tu vois ce que je veux dire. Quand un événement comme ça faisait très très longtemps qu'on ne m'avait pas accueilli comme ça, quoi. Voilà. C'était fort. Franchement, grand big up. Bravo à elle. Femme d'Evry, femme d'espoir. Avant de devenir coach, je rêvais et j'avais l'envie de devenir un joueur pro. Bon, je n'y suis pas arrivé. En revanche, je me suis entraîné comme un fou, passant des heures tout seul ou avec 1 ou 2 amis à faire des 1C1. Je n'ai jamais laissé passer une occasion de jouer. Toi, t'en es où avec toi-même, avec le basket, au vu de ce que au vu de ce que je viens de citer, ce que tu as écrit? Ouais, c'est vrai que quand j'étais petit, le sport, c'était quelque chose, c'était un moteur pour moi, tu vois. Je ne laissais jamais l'occasion. Chaque jour, il fallait que j'ai un ballon dans la main. C'est ce que me reprochaient les profs à l'école. Déjà à l'école primaire, j'avais toujours un ballon que j'allais acheter à Suma, à Prise Unique ou quoi. Même s'il était crevé, j'avais toujours un ballon. Donc je m'entraînais. L'entraînement a toujours fait partie d'une des motivations premières jusqu'à aujourd'hui. Même si on a pris un peu de poids, mais bon, on est là quand même. Et le 1 contre 1, de jouer au foot, au basketball, et voilà, ça a toujours été... Après, devenir coach pro, j'ai les diplômes pour, mais devenir quelqu'un qui va gagner des titres et tout, je ne pense pas que je suis dans cette méthodique, mais c'est beau de gagner des choses des fois, et surtout de construire une équipe où tu vas l'emmener jusqu'au bout du processus et gagner ensemble des titres, à savoir que quand tu as construit une équipe de bout en bout et tu vois que ces hommes ou ces femmes arriver et gagner, je pense qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. Et j'espère qu'un jour j'y arriverai. J'ai gagné à bas niveau et j'espère le faire plus tard, peut-être à haut niveau, quoi. Est-ce que toi, tu as comme ambition est-ce que tu veux entraîner des équipes, l'équipe nationale de France? Est-ce que c'est une ambition que tu as? C'est pas une ambition, ça a toujours été... ça fait rêver quand même. Après, moi, je me vois moins bien... je suis plutôt quelqu'un qui est dans la formation, tu vois. J'aime bien former les gens, découvrir des talents. Comme, j'ai pu accompagner Laou Konaté, Ludovic Negrobar, tous ces talents qui étaient ici du même quartier, 94 Orly. Je me vois plutôt comme quelqu'un qui forme pour se construire. Les équipes nationales, c'est vrai que ça fait rêver d'être sur le banc des équipes nationaux. Et c'est bien. Il faut choisir entre le challenge et la formation. Et la formation, ça m'identifie bien, je pense. Dans ton chapitre Le souffle du temps,
dont tu cites René Despestre. La vie est un défi qu'il faut relever chaque jour. Exact. Comme une danse que l'on accomplit sans jamais savoir quand elle s'arrêtera. Ouais. Et je te cite, dès l'enfance et jusqu'à l'adolescence, nous sommes en pleine croissance, immergés dans l'inconnu. C'est à ce moment que nous déployons lentement notre corps et notre esprit, cherchant du sens. Les apprentissages, les premiers baisers en colonie, les chamailleries, les premières interactions sociales et parfois, malheureusement, le vide social. Ouais. Est-ce que toi, tu as trouvé ta place dans ce monde-là aujourd'hui? Dans tout ça, j'ai traversé tout ça finalement, tu vois. Être bien, j'ai eu du désert social à un moment de ma vie. Aujourd'hui, je pense que je trouve ma place en étant là, en étant hier comme l'événement avec Evry Femmes d'Espoir, en entraînant des jeunes au basket, en profitant de la vie, en voyageant, de temps en temps aller remercier ma mère pour l'éternel. Je trouve que j'ai traversé tout ça, entre les valses, les déceptions, les sourires, et j'essaie d'emmener le plus de positivité chaque jour. Et je pense que j'ai trouvé une bonne balance à travers tout ça. Ouais. Tu évoques un terme dans ton livre, c'est le terme hustler. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup, tu vois. Ouais. Et notamment, celui qui l'utilise et qui même le démocratise bien comme il faut, c'est mon frère le Sherman de Wilson. Ouais, exactement. Un grand big up à lui. Yes. Et toi, quelle est ta définition de hustler? On a longtemps, comme tu dis, pris ce mot pour un hustling, quelqu'un qui venait te tuer pour te braquer, pour prendre ta bourse, comme on aurait dit à l'époque. Non, le hustling est un état d'esprit, est une mentale. C'est quelqu'un qui va se battre pour ce qu'il veut obtenir et pour nourrir sa famille et pour s'en sortir dans la vie. Un hustling peut être quelqu'un qui est dans la manutention, qui se lève tous les jours à 4 heures du matin pour subvenir à ses besoins. C'est quelqu'un qui va être dans la détermination, la motivation. Voilà, je le détermine comme ça. Tu es un hustler parce que tu es arrivé au bout des choses, finalement, comme ce livre le démontre. Et pour moi, c'est ça, un hustler. C'est quelqu'un qui va... Je fais beaucoup de cash, mais le cash, je le redistribue de manière intelligente. Comme Nipsey Hussle, comme voilà. tu l'évoques dans le livre. Là. Exactement. Voilà. Nipsey est la figure même du hustling. C'est quelqu'un qui avait déjà développé des hôpitaux. Il avait préparé des CD, fondé $100 le CD. Il en avait sorti une centaine de milliers de copies. Et c'est comme ça qu'il a commencé à mettre ses potes dans le travail. Et malheureusement, voilà, ça a mal fini. Mais on retient de ça que le hustling est une image et une motivation première et surtout un état d'esprit. Mais est-ce que tu es comme beaucoup de nos frères, de nos grands frères aussi, tu t'exprimes, moi j'aime ta manière de t'exprimer, voilà, c'est fluide, Merci. Il y a du charisme, tu vois. Ouais. Là aujourd'hui on sait qu'il y a pas mal de rappeurs aux États-Unis en tout cas qui sont à l'origine de podcasts. Ouais. C'est comme Green James avec nous. Exactement. Est-ce que toi, ayant arrêté de rapper, est-ce que pour toi, créer un podcast, ça ne serait pas une espèce de continuité? Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de créer ton podcast à toi et à un moment donné de transmettre tes messages? Ouais, j'aimerais bien parce qu'après, il faut du temps, il faut le lieu. Moi, j'aimerais bien faire ça dans un lieu efficace. J'aimerais bien faire ça avec des gens qui m'accompagneraient dans ce sens. Ouais, ça me creuse au milieu de la tête, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer par la suite. Et comme je le dis, la pensée, j'ai dit plein de choses, j'ai dit des choses hier avec les Femmes d'Espoir, des choses inédites que je vais faire en 2026 et je les tiens vraiment à cœur et puis ça va se développer au fur et à mesure. Ouais. Aujourd'hui, là, on va dire en France, là, le seul rappeur qu'on a vu faire ça, là, c'est Ice Creamy, ex-SP, tu vois, qui aujourd'hui a son média. Voilà, le média avec toute son équipe, tu vois. Genesis, JL, Hystériculture. Ouais. J'aimerais bien, c'est quelque chose que c'est à y penser. Parce que franchement, quand je vous vois développer des choses, construire des sujets à travers, je pense que ça fait écho au bienfait de la société, ça nous fait toujours monter en compétences. Et surtout, ça donne à une image clean de peu importe les gens, les artistes, les rappeurs, les graffeurs et tout. Puis franchement, ça nous impulse à essayer de faire des choses dans ce sens. Tu as vu Mental de fer, c'est 16 parcours, 16 destins d'hommes et de femmes. Ouais. Est-ce que tu ne te vois pas sortir un espèce de mental de fer
Mafia Quinfri, avec, voilà, dans lequel tu évoquerais même des parcours de membres de l'ombre de la Mafia Quinfri, genre des Rocco, des Selim du 9-4, même des gens qui malheureusement sont décédés aujourd'hui, tu vois, Mamad d'Intouchable, Ella S, Kimbak du 9-4. Est-ce que tu ne te vois pas faire un espèce de mental de fer dans lequel tu mettras en lumière ces parcours-là? Ah, c'est des choses à penser, mais dans les écrits, j'ai toujours des pensées pour ces personnes disparues et qui nous manquent. Un gros big up à eux. Et dans mes écrits, il y a toujours ces pensées depuis le premier livre. Et je développerai des choses, parce que le second tome va être... on me dit souvent que je parle des gens, mais et toi alors? T'es pas le mental de fer? Bah, j'essaierai comme tu dis, de mettre des références sur ces gens qui ont vraiment fait des choses pour élever la Mafia Quinfri dans ce sens. Voilà. À présent, bon, je vais te poser les mêmes questions que j'ai posées à OGB par rapport à ton équipe légendaire, tu vois. Déjà, vous êtes les premiers à avoir revendiqué vos origines à l'époque, avec toute une attitude. Vous êtes les premiers, en tout cas, à avoir revendiqué vos origines à travers le rap, parce que je me souviens d'une époque où le rap, les gens ne revendiquaient pas leurs origines. C'était vraiment... on décrit le quartier, ou soit on est engagé, soit voilà. Mais moi, c'est ce qui m'a... Ouais, ça allait pas plus loin. Moi, c'est ce qui m'a vraiment... Enfin, c'est ce que je pense qu'a interpellé. C'est pour ça que les gens ont accroché à ta Mafia Quinfri, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Tu vois. Ils sont comme nous, finalement. Voilà, toi, tu parles des Antilles, AP aussi. L'autre, il parle d'Haïti. L'autre, il parle du Sénégal, du Maroc. Du Mali, de Côte d'Ivoire et tout. Et vraiment, c'était quelque chose, tu vois. Ouais. Et comme je t'ai dit, t'as vu, nous, chez nous, on a aussi notre Manuquet, il s'appelle Tonton. Tu vois. Et quand il parle, on l'écoute. Ouais. Et toi, on est issu d'une culture, la culture de nos parents, la culture afro-antillaise, la culture africaine noire, maghrébine, des quartiers aussi. Et quand tu as un grand te parle, tu l'écoutes. Est-ce que toi, en vrai, tu n'es pas trop gentil? C'est-à-dire, tu n'as pas trop envie de casser la tête aux autres? Est-ce que, en ta qualité de doyen, c'est pas toi qui dois réunir la Mafia Quinfri? Est-ce que c'est pas toi le plus légitime en ta qualité d'ancien et dans ta position hiérarchique? Est-ce que c'est pas toi qui as le plus de capacité, en tout cas, à réunir ton équipe? Parce que toi, là, récemment, j'ai regardé Street Culture, l'interview avec AP. Et AP, il évoquait même le fait que, carrément, 113, les trois ne se parlent plus. Et est-ce que c'est pas toi qui dois réconcilier tout le monde? Parce qu'en vérité, c'est toi Kerry James, il est venu te voir. Donc, en fait, c'est toi qui as créé la Mafia Quinfri. Tu vois? Ça part d'une pierre, ouais, ça part d'une pierre. Et en tout cas, tout part de toi, en fait. Ouais, le moteur. Est-ce que c'est pas toi qui dois réconcilier la Mafia Quinfri? Après, je pense que la légitimité s'accorde pas spécialement à moi, parce que moi, je suis dans l'état d'esprit que je suis, en fait, tu vois. Même si je joue le sage et tout, c'est pas forcément un jeu, mais c'est quelque chose qui est dans mon état d'esprit, tu vois. Et je dois pas changer ces valeurs-là, tu vois. Je suis comme ça, même dans mon métier que je fais aujourd'hui. Et la réconciliation se fera naturellement, si elle doit se faire, tu vois. Et voilà, moi, j'ai toujours cherché à faire du mieux possible, que ce soit dans la construction musicale. J'ai essayé d'amener les gens dans les meilleures sphères possibles, comprendre qu'on avait une identité, comme tu dis, on revendiquait nos origines, africains, antillais, maghrébines, et ça faisait écho dans tous les quartiers et tout ça. Et à partir de là, on a construit une base solide avec DJ Mehdi, paix à son âme, musicalement. Voilà, c'était ça mon rôle, c'était d'emmener une musicalité solide pour identifier l'énergie de Mafia Quinfri. Ça, c'était la base, ça. Après, tout ce qui est comportement mentaux, tout ça auprès des gars, chacun a eu ses petites histoires, tout ça. Et puis moi, je ne peux pas interférer pour relier les gens, mais je suis toujours dans l'échange, tu vois ce que je veux dire? Toujours dans l'échange. Il y a eu des... moi aussi, je m'entends peut-être pas avec tout le monde, tu vois. J'ai eu des différends avec AP, j'ai eu des petits différends avec Moko, mais c'est toujours on est dans l'éternel lié, voilà quoi. Il y a pas de... On va pas se tuer pour ça, tu vois.
Après, si les choses doivent se faire un jour, elles se feront naturellement. Voilà. Je vais te poser la même question que j'ai posée au JB. Ouais. Et que je poserai à tous les membres d'Africa Free qui viendront sur ce plateau. Donc, Dry, prépare-toi. Kerry, prépare-toi. Rimka, prépare-toi. Carlito, prépare-toi. Mokobe, prépare-toi. DJ Mosco, prépare-toi. Préparez-vous. Encore, t'as plein de noms encore. Yes. Quelqu'un a dit dans une émission qui n'est plus, l'avènement de la Bafricain Free dans les années 2000 était une bonne chose, mais je pense aussi qu'ils ont gâté leur rap. Ils sont arrivés avec un délire, ouais, nous on fait ça, nous on fait ci, nous on est comme ça, nous on est ghetto, et après tout le rap français a suivi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on était, on va dire depuis 99, même 98, 99, 2000, quand est arrivé l'explosion 113, qui a été un élan bien évidemment pour Mafia Qu'un Free. Ah oui, on a créé un style, on a créé une identité, on a créé un mode de parler. On a créé aussi le fait qu'on soit en meute, vraiment une image autour du rap. Et ça, forcément, ça n'a pas été, c'est pas tombé dans l'oreille de, tu vois ce que je veux dire. C'est chaque personne s'est dit, ah, nous aussi, on va faire le clip pour ceux. Tu prends juste la référence du clip pour ceux. Faire un clip avec des motos à la Rough Riders qui était à l'époque dans les années 92, 93. Quand tu fais un titre qui s'appelle Pour ceux et tu le revendiques et tu distribues des cassettes VHS en dessous le manteau à Clignancourt, dans tous les... Un jour, la petite anecdote, on va faire un concert en Espagne avec le groupe 113. Il y a un Espagnol qui arrive, ah, amigo, qu'est-ce qu'il veut lui? Et il nous reconnaît, amigo, il nous montre le clip, quoi. Il nous dit, ouais, les bécanes, il dit, c'est vous, il dit, ouais, c'est nous et tout. Il nous a reconnus. La cassette, je ne sais pas d'où elle est arrivée, elle a dû faire référence, transiter par je sais pas où. Il nous a reconnus grâce à ça. T'imagines? On allait faire un concert le soir en Espagne, mais le mec, en se promenant dans les rues, on allait manger ou se promener, et il nous a reconnus grâce à cette référence de Pour ceux. À partir du moment où tu fais ça, bah oui, tout le monde a eu ce poison de se dire on veut être comme Mafia Free, on veut s'identifier à lui, parce que moi, je me reconnais dans ce qu'ils disent, l'attitude, les textes, les paroles, et l'engagement aussi social qui était important. Je pense que oui, aujourd'hui, bien évidemment, sans trop se dire, ouais, on a tout fait, bien sûr que Mafia Qu'un Free a été une référence et un produit que chacun a bu forcément dans les quartiers, c'est clair. Bah justement, je rebondis sur Pour ceux et laisser passer ma Dream Team. Quand on se retrouve au mic, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, il y en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a rayés comme le maillot de l'Argentine. Yes. Aïe, 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 et lyrics de fou. Hein. Ah, merci. Voilà, même aujourd'hui, là, mon frère, j'écoute, je dis ah. Tu vois, et je pick up à Laou qui dit que c'est le meilleur couplet. Laou Konaté, basketteur professionnel, international français. Voilà. Très fort couplet. Un beau jour, il y a eu le clip Pour ceux. Ouais. Pour reprendre quelques mots de ce quelqu'un, après le clip Pour ceux, tout le rap français a suivi. Le 9-3 a suivi avec Tandem, Mac Taylor et McGregor, 93 Hardcore. Le clip Pour ceux a-t-il été la cerise sur le ghetto, la cerise qui a kairaisé toute l'image du rap français jusqu'à aujourd'hui, selon toi? Qui a donné l'image. Après, je dirais pas ça, hein, franchement. Je dirais, ouais, ça a eu une influence dans le côté visionnaire, dans le côté du clip, les méthodes pour faire du clip à petit budget et à la va-vite comme ça. On remercie quand même, big up à Romain Gavras quand même, hein, qui a eu l'idée de développer cette ingénierie du clip vite fait et amené dans une bonne démarche. Ouais, on a quand même été se dire Kaira, mais dans nous, Kaira, mais avec des idées bien conçues, quoi. Est-ce que ça n'a pas amené malheureusement, tu vois, regarde, quelques dérives dans la mesure où il y a une fascination pour la rue, qui aujourd'hui a pris de sacrées proportions, à tel point que parmi les rappeurs de la nouvelle génération, même un rappeur qui n'est pas un voyou sont obligés d'écrire des lyrics de gangsta, tu vois, au risque de ne pas être écoutés par les autres, parce que voilà, il y a le côté autotune où c'est mainstream, où vas-y, on fait du rap, ce qu'on appelait du rap commercial avant, mais qui est aujourd'hui monté, on est dans
on est dans un autre monde. On mange de tout, quoi. On mange de tout. Ouais. Et il y a le côté où, tu as vu, ça parle de... Par exemple, vous aviez une certaine pudeur tout de même, tu vois. Ouais, bien sûr. J'aime traîner la nuit comme les délinquants et les bandits. Mais vous ne rentriez pas dans les détails de ouais, moi je coupe ça, je vends de la cesse. Enfin, voilà. Vous ne rentriez pas dans trop de détails. Aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une génération qui s'est inspirée de vous, mais qui allait plus loin. Ouais, je pense et du coup, il y en a qui disent, est-ce que c'est pas la faute à la mafia cave? Non, c'est pas notre faute. Non, eux, ils ont amplifié le truc. Nous, on était juste dans l'oralité, dans l'authenticité de ce qu'on faisait, tu vois. On aime traîner la nuit comme des délinquants et des bandits. C'était vrai, c'était une réalité. Après, les gens aujourd'hui qui amplifient le truc, j'ai un gun, je vais te tuer, je t'enlève la tête et ton oreille, ça c'est leur problématique, tu vois. Nous, on disait ce qu'on vivait tout simplement, tu vois. On n'essayait pas d'extrapoler nos textes plus haut que possible. Les gens qui faisaient des textes, que ce soit Rauf, Kerry, Rimka, Touchap, tout ça, c'était la réalité de la vie, tu vois. Cité, comme tu vois, Carlito, ces textes sont puissants, une écriture extraordinaire. Il n'y a jamais de folie dans ces textes. Ils disent ce qu'ils ressentent et ils disent ce que la rue est, tout simplement. Quand tu écoutes La Rue Cause, c'est un album monstrueux. Voilà. Sur Facebook, là, je l'ai identifié, là, parce que je sais qu'il est sur un projet, il sort quelque chose. Je dis, Carlito, je t'attends sur... des choses. Il m'a répondu, là, j'ai pas lu, là. Carlito s'intimide, mais si tu l'as, ça va être monstre. Allez-y, j'aurais bien... Même un mec comme... Moi, à l'époque, j'écoutais vos freestyles à la radio. Il y avait un mec qui revenait souvent dans les freestyles, c'était Mokem. Ouais. Tu vois, et la dernière fois, je pose la question à un mec de Vitry, je dis, mais il est où Mokem? Tu sais, je me souviens, il était dans les freestyles de l'époque. Toi, tu as des nouvelles de lui, de Mokem? Non, du tout. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait partie du clan, qui posait avec nous. C'est des gens, je pense, qui rappent encore. Sauf qu'ils ils ont trouvé une autre destination. Mais tu sais, le rap, quand t'es ancré dedans, depuis toujours, tu écoutes du son. Moi, j'ai arrêté la musique depuis 2011, mais mon oreille est large comme le baggy de Biggie Small. Voilà. J'écoute tout et je m'imprègne de tout et je suis au courant de tout ce qui se fait. Voilà. J'ai entendu AP du 113 dire dans un documentaire le concert à l'Élysée-Montmartre de Idéal J en 99, le combat continue. C'était le début de la fin de la mafia Quinfri. Est-ce que tu es de son avis? Chacun. Après, c'était suite à la mort de. Ouais, chacun a son idée. Je pense que ça a été un moment très émouvant déjà, ce concert. Et c'était fort. C'était fort, cette histoire. C'était un soir qui était assez particulier. On le ressent il est encore sur YouTube. Et c'était quand tu as les familles qui sont là, les familles qui nous ont vus commencer. Quand tu fais l'Élysée-Montmartre, qui à l'époque, qui faisait, je crois, 1500 places et où on le remplit à plus de 2000 places, avec un son extraordinaire pour l'époque. Et quand tu fais un concert là, à l'apogée de ta performance pendant 10 ans, tu fais des MJC, puis tu arrives à l'Élysée-Montmartre, et que tu rends un hommage assez costaud, je pense que, derrière, il y a une page quand même qui se tourne. Je pense. Vraiment. Je reviens sur la mafia parce que c'est des débats que beaucoup de trentenaires ont, des quarantenaires. Parce qu'en fait, vous nous avez touchés. Ouais, on a surtout porté des... Et tu as vu, l'instant, il est grave en vérité. C'est pour nous, là, les gars qui vous observons, l'instant, il est grave. Nous, c'est la mafia Quinfri. Et carrément, j'ai des gens à moi qui me posent la question, qui me disent vous nous auriez-vous menti? Est-ce que, alors que vous rappiez l'unité Orly, Choisy, Vitry, avez-vous été ensemble dès le départ, juste par intérêt, sans réelle amitié et Non, je pense pas. Ce qui nous a unis, déjà, c'est l'amour de la musique. C'est de faire les choses ensemble. Et Kerry le revendiquait déjà il y a une trentaine d'années, quand il disait dans ses textes l'unité, c'est tout ce qui nous reste. Il le disait, et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui doit marquer les valeurs de la société. C'est d'être unis, d'être ensemble, tu vois. Et comme le dit bien Abdelmalik, c'est pas seulement le vivre ensemble, c'est de faire ensemble, en fait, ce qui est fort.
Et non, on n'a menti à personne. Notre unité, notre engagement à tous, déjà, c'était musique. On aime la musique, bah, faisons les choses ensemble. Parce que je dis, il y a des grands débats sur des WhatsApp où il y en a qui disent, mais attendez, qu'est-ce que vous nous avez, par exemple, qu'est-ce que vous nous avez vendu là, par exemple, je sais que lorsque Rof est passé chez Histriculture, les gars, c'est des trentenaires, tu vois, c'est des gars à moi, et ils étaient là. Ils disaient, mais en fait, vous avez vendu quelque chose de, vous êtes solidaire, vous êtes, et au final, voilà, il n'y a plus cette solidarité qu'il y avait avant, et ça touche profondément des gens. C'est vrai. Ils se disent, mais est-ce que vous avez menti, la Mafia Cafri? Est-ce que, tu vois, c'est pour ça que ma question, elle n'est pas anodine, tu vois, parce que ça revient souvent dans mes oreilles. Oui, ça revient. Mais moi, je la détermine encore dans ce genre de livre. La solidarité, l'esprit d'équipe, je le détermine. Moi, ma solidarité, elle continue, en fait. On n'a menti à personne parce que moi, je suis encore dans cet engagement. Ce soit dans la vie, dans les bouquins que je fais, dans les gens que j'accompagne à travers mes formations. Et puis avec les gens de la Mafia Cafri, j'ai des solides respects, solides entretiens. On s'appelle pratiquement tous les jours. Et puis non, on a menti. L'histoire est faite que la vie ne peut pas être toujours, toujours linéaire et se comporter dans le bon sens, tu vois. La vie fait que des fois, il y a des hauts, des bas. C'est la vie qui veut ça, tu vois. Et comme dirait un méga Barberich, est-ce que c'est pas tout simplement l'histoire de mecs de quartier qui, à un moment donné, sont connus pendant l'adolescence ou en étant jeunes adultes, et puis qu'à un moment donné, les relations, elles évoluent, tout simplement. Tu vois, parce que c'est pas que ça, parce que Barberich, la dernière fois, on était dans notre groupe WhatsApp, tu vois, il disait, mais en fait, l'histoire de mecs de quartier, ou même voilà, surtout voilà, parce que vous êtes des mecs de quartier qui nous, enfin, on se ressemble. Et en fait, on se rend compte que c'est juste que vous avez été plus exposés que la plupart des gens. Donc, mais sinon, en vérité, dans plein d'histoires d'amitié, il y a des gens, on marche bien sûr, même dans les gens qui ont gravi des choses extraordinaires, qui deviennent millionnaires, même 2 millionnaires arrivent à finalement, on ne comprend pas pourquoi. On n'a plus la même vision de vie, bien sûr. On se voit plus. Bien sûr. C'est des choses naturelles de la vie qui font ça, tu vois. Après, on peut s'aimer, pas s'aimer, on peut s'entendre, pas s'entendre. Mais la continuité de cette existence Mafia Cafri, comme quoi on était un groupe révolutionnaire, qui a eu toujours cette solidarité des quartiers, ça, elle reste vraiment, vraiment unie et fédérale et fondamentale pour l'avenir, quoi. C'est pour ça que tu as vu ma question, l'une de mes questions précédentes, est fait écho aux lyrics que tu as écrit, hein, que tu as rappé. Hein. Mon rap, c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard. T'as vu? Dans la tête de plein de gens, c'est toi le capitaine. Tu vois, c'est-à-dire que, en dépit de tout ce qu'on s'est dit, en termes d'amitié, on arrive à se séparer, ci et ça. Bah, la chose, c'est que vous avez été exposés. Et du coup, vous êtes, malgré vous, des exemples. Ouais, bien sûr. Ouais. À suivre ou à ne pas suivre, quoi qu'il en soit. Et c'est pour ça que il y en a plein, t'as vu, s'ils étaient à ma place là ils ont envie de te dire, mais réunis les bougs, réunis les gars, c'est comment? Et comme tu le dis, j'espère être un exemple. J'espère pour mes enfants, pour les gens qui m'aiment, qui m'accompagnent chaque jour, l'amitié, j'espère être un exemple, ouais, c'est ça. En tout cas, pour finir, DJ Mehdi, on sait que, en tout cas, parmi les jeunes que tu as rencontrés, avec Kerry, c'était, voilà, tu as été étonné par sa maturité, par son charisme. Ouais. Et voilà, il y a un documentaire Made in France, par Thibaut de Longeville qui est sorti il y a peu. 1 an exactement. Voilà, ouais. exactement. Toi, qu'en as-tu pensé? Est-ce que pour toi, ce documentaire, il résume bien DJ Mehdi? Tout à fait. Déjà, big up à Thibaut pour avoir réalisé ce documentaire. Une grande grâce à sa famille Sadi Faveris, PA DJ Mehdi, qui a été une lumière pour nous tous, il faut le reconnaître. Et ce documentaire résume bien la vie de DJ Mehdi, même si d'autres disent oui, je l'aurais fait autrement. Mais faites, et après, voilà, posez vos idées. Le fait de faire, c'est important, de ne pas critiquer derrière. Chacun a sa méthode, chacun a ses idées. Mais je pense que ouais, ça résume bien Mehdi, ce qu'il a été, comment il a construit son empire, avec
son ambidextrie, Mehdi savait jouer des deux mains. Il avait un cerveau qui était relié avec ses idées, qui allaient être des idées pas que pour lui, mais pour tout le monde. Il voulait emmener avec lui une population qui n'était pas que hip-hop, mais une population qui était musicale avant tout. Quand je l'ai connu un petit peu de temps après, il me dit, tu vois, à l'époque, il y avait très peu de rap qui passait dans les discothèques. Quand on sortait, nous, à Montparnasse ou dans les petites discothèques où on allait, il y avait Alliance Ethnique qui y jouait. Il y avait La Fièvre de NTM. Il y avait Je danse le Mia d'Ayam. Il y avait Solar, je crois. Il y avait voilà 4-5 groupes qui jouaient. Et un jour, on est rentré chez Mehdi. Mehdi m'a dit, j'ai envie de faire danser le monde entier. Il m'a dit ça comme ça. Parce qu'il écoutait toujours ces mêmes musiques dans les soirées et il se disait comment il va réussir avec son rap hardcore à faire danser le monde entier. Et là, il a eu cette envie. Et je pense qu'il a réussi avec tout ce qu'il a produit au fur et à mesure, 10 années plus tard, avec le groupe 113 et tout. Et puis, au-delà de ça, avec tout ce qu'il faisait dans l'électro, il avait une vision comme personne n'a eu une vision, quoi. Tu vois, qui n'était pas seulement musicale, mais qui était générique dans tout ce qu'il allait faire. Dans l'être humain, dans la persévérance, dans la perception de chacun. Il arrivait à voir, voilà, il sentait quand quelqu'un était faible, il avait les mots pour le remonter. L'humour, c'était comme moi, c'est pour ça qu'on s'entendait à merveille. Et il aimait rigoler tout le temps. Et surtout, voyager, c'était... à chaque fois qu'on voyage, on apprend quelque chose. Et puis Mehdi apprenait tout le temps. C'était un bilingue des petits, voilà, on venait le voir pour qu'il nous traduise les textes de Nas. Et on faisait ce trajet. Voilà, il y a des souvenirs qui restent indélébiles. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui nous manque chaque jour. Et puis voilà, respect éternel à DJ Mehdi. Là, je t'ai dit, c'est toi le manager, c'est toi l'architecte. Parce que quand tu as réussi à réunir, tu vois, Kerry et DJ Mehdi, mais là, tu avais un cocktail explosif. Là, tu te dis, là, j'ai deux petits, là. Ouais, c'est vrai. Toi, je me mets à ta place à l'époque, tu te dis... Ouais, surtout à l'époque, en plus, il n'y avait pas tous ces moyens technologiques, les téléphones, il n'y avait pas tout ça. Donc toi, tu es là, le mec, il t'appelle, il te contacte, parle Bête Cut Killer, me semble-t-il. C'est ça. Kerry, tu le vois, il te regarde. Et franchement, je loue ton intelligence, parce que c'est une grande intelligence d'arriver à déceler des potentiels. Ouais, c'est la plus forte qualité. Après, je me rappelle une époque, nous, quand on traînait en bande, j'étais le plus grand, on était très critiqués, on se moquait beaucoup de moi surtout, parce que j'avais 7-8 ans de plus que ces petits. Et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'ils sont devenus. Je rajoute Teddy dans le lot. Et voilà, je suis fier que ces petits, qui étaient des petits du quartier, qu'on gravi les échelons, qu'on réussi à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Alex Mathurin est devenu un homme qui s'appelle Kerry James, qui fait du théâtre, qui fait des films, qui fait des disques pour tout le monde et pour réunir et pour faire grandir le peuple. Et Teddy aussi a amené ce style qui était... on enviait Teddy parce qu'il était toujours stylé. On disait, mais comment tu fais? Et il est toujours stylé. Très bonne personne. Et très bonne personne. Et voilà, on a toujours été liés, la base. Et big up aussi à Mistaflo aussi, qui était important dans notre construction musicale. Voilà. Justement, pour finir, j'allais faire écho à mon intro, où tu venais me demander des nouvelles de différents types où ça avance. Les 10 types, ouais. Jeune, toi qui écoute, à chacun son histoire, chacun sa route, ouais. C'est les choses bien, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Ouais. On disait ça il y a 30 ans. Fais les choses bien, c'est maintenant ou jamais. Moi, tu as eu le clip. À l'époque, t'es moins chargé. Tu sais qui a fait le clip de ce clip? Si je te dis le nom, tu vas étonner. Jean-Claude Barny, de Fanon, le réalisateur de Fanon, qui sera dans mon deuxième livre. Jean-Claude Barnon, 96, est le réalisateur du clip Maintenant ou jamais. Et c'est ce qu'il a fait, quand j'ai fait son entretien, c'est ce qu'il a fait grandir, qu'il a dit que quand il a vu notre détermination, il a dit, je vais être dans le cinéma et je vais avoir la même détermination qu'eux. Voilà. Il a dit qu'on était très pointilleux sur ce qu'on faisait. Il m'a dit, surtout toi, Manu, tu étais très pointilleux sur l'image, parce que tu voulais quelque chose exactement pointilleux. Et il se disait que, putain, ils ont fait ça comme ça, et regardez aujourd'hui où ils en sont. Moi, dans le cinéma, je vais être comme eux. Voilà. C'est fort. C'est très fort. C'est quoi,
À l'époque, on recherchait sur M6 des clips. Ouais. Votre clip, il passait et je le regardais. Ouais. Et moi, je cherchais à avoir des images des gars de la Mafia Cafri et vous, tu vois. Donc, on voyait vite fait Kerry James à des moments donnés. Et vous voyez, vous aviez un peu repris l'imagerie de Redman. C'est ça. Coloré, que ça flash. Voilà, lui avec un morceau, je me souviens plus, avec son gars. Voilà, tu vois le morceau dont je te parle. Ouais, bien sûr. Très énergique et tout. Et ce morceau-là, moi, je me le mets au moins 1 ou 2 fois par mois parce qu'il me donne la pêche. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que tu as vu même le sample derrière qui a été pris déjà par Jay-Z, par d'autres gens. Il y a trop d'émotions. Trop d'émotions, ouais. Toi, Mistaflo. Pour l'époque, ouais, c'est... Ellie J. Sans nous, différents types. Ouais. Est-ce que tu as des nouvelles d'Ellie J et de Mista? Ah oui. Ouais. Lil Jason un petit peu moins, mais on s'appelle souvent. Et Mista, c'est tous les jours, hein, parce que c'est originaire de la banlieue sud, Orly 94. C'est... En plus, dans ce clip, c'est fou parce qu'il y a une photo de moi petit que je ne retrouve plus. C'est un truc de fou. Et cette photo, elle est magnifique et je ne la retrouve plus. Et on l'avait incrustée dans le clip et je ne la retrouve plus. Il me la faut, cette photo. Donc voilà, big up à Jean-Claude Barny. Et j'étais ravi de faire son entretien qui est très, très, très puissant sur l'image du cinéma noir en France, sur comment il a construit, développé son art Fanon. C'est un film qu'il a construit en 8 ans. C'est exceptionnel. Voilà. Et pour finir, moi, j'aimerais bien que... Là, on voit, il y a un mouvement de rappeurs de ta génération qui écrivent des livres. Tu vois, Driver, Kamal Osman, et d'autres encore, tu vois, Cynic. Et tu as vu, il y a... Je sais que tu es très proche de Danny Dan. Ouais. Et qu'il était même question à un moment donné que vous fassiez même un duo, un album, un album ensemble. Tu vois. Et on sait que dans les Sages-Peaux, Danny Dan, il est plus en retrait. C'est Zoxy, hein, t'es plus en avant, tu vois. Mélophilo aussi, tu vois. C'est volontaire. Et voilà. Est-ce que tu pourrais pas inciter un mec comme Danny Dan à écrire un livre un jour? J'aimerais bien. Écrivez, les gens, écrivez votre histoire. Je vous pousse à écrire votre histoire, à donner des clés à des jeunes, comment se débrouiller quand il y a des problématiques à travers la vie. J'aimerais bien. Parce que, bon, déjà, Danny, pour écrire un album, il nous met du temps déjà à sortir des albums tous les 10 ans. C'est un peu dire. Et quand son album il sort, on est tellement content. Donc, je vais peut-être lui en parler, essayer d'écrire son histoire, ou même pas forcément son histoire, ou ce qu'il pense du rap, parce que lui, il a des idées bien préconçues du rap. Hein. C'est quelqu'un qui est assez pointilleux, méthodique, et il a une ouverture d'esprit extraordinaire. Parce que tu as vu, voilà, Danny, je vais faire un épisode Disons les choses où, pour moi, les 5 rappeurs en 97 qui étaient des génies, en tout cas, vraiment, c'était chaud. Danny Dan, Booba, Hill des X-Men, Oxmo, Lino. Ouais. Ah, t'as dit 5, là. Tes doigts existent. Envoie encore. Je sais pas. Voilà, en tout cas, quand il en soit, voilà, on en discutera. Kerry, t'as oublié Kerry? Kerry. Alors 6. Ton 6. Et franchement, je te mets dedans parce que franchement, moi, je t'ai beaucoup écouté. Manuscrit, moi, j'ai écouté. C'est le manuscrit. Moi, je l'ai saigné, manuscrit. Un bel album. Très, très bel album. Donc, ton couplet dans... Opération freestyle avec T'en passe avec AP. Son Bergevin, ça c'est mon bled cousin. C'était fort. Très très puissant. Moi je t'ai écouté, moi je te le dis. En tout cas, merci à toi. Merci. Et c'était un très bel entretien. Extraordinaire. Et merci à toi. Ok. Encore. Respect pour ton émission et bonne continuation. Merci à toi. Big up. À plus tard. Voilà. Ah voilà. On y est. Voilà. Amen. Big up, respect. Avec mon frère, disons-nous les choses, une émission que je suis régulièrement. Je suis de tout cœur avec lui, je te soutiens et je te souhaite le meilleur pour la suite. On est ensemble. Ensemble pour la campagne de levée de fonds. Yes. On va les avoir. Ouais, on aime bien mais il faut payer. Ah oui, 15 On est là, on va mettre un petit peu. Merci.